donc Sylvain Lanfle. Actuellement, je suis professeur en management et innovation au CNAM. Et avec une double casquette, puisque je suis depuis maintenant trop longtemps pour le dire, chercheur associé au Centre de recherche en gestion de Polytechnique, où j'ai fait ma thèse donc en 2001, déjà sur des projets bizarres chez Usinor, sous la direction du monsieur là, que vous avez peut-être croisé ou entendu parler. Donc je suis tombé dans le Christophe Midler quand j'étais petit. Et depuis, je travaille sur donc ces relations compliquées entre projet et innovation. Et je dis ça parce que ça veut dire que moi, je suis rentré dans le management de projet par la question du développement de nouveaux produits, par l'innovation et par des questions de conception. Absolument pas par le modèle standard que je vais présenter de management de projet. Je ne suis pas certifié PMI, rien du tout. Je suis vraiment rentré tout de suite par des questions d'innovation que je vais présenter rapidement pour montrer des objets des objets dont je parle. Voilà. Donc ça, vous connaissez normalement, mais je pense que c'est important de l'avoir en tête. Quand on rentre dans les projets, on peut difficilement échapper à ce qu'on peut appeler le modèle dominant, hein, je crois, ou modèle standard, peut-être que dominant. J'aurais peut-être dû mettre modèle standard de management de projet tel qu'il est représenté par le Project Management Institute américain. Hein, je rappelle, c'est grosse association fondée en 69, je crois, qui compte maintenant 500 000 membres, qui certifie les managers de projets, etc. Et dans cette logique-là, on a une vue du projet, assez rationnelle du projet. On a un cahier des charges, des contraintes de coût, qualité, délai, et une boîte à outils, ici, qui permet de piloter ce processus de convergence vers l'objectif final. Alors sous contrainte, voilà, hein, les délais, les coûts, la qualité, les risques, etc., etc. Et c'est un modèle qui, selon moi, est très clairement top-down, c'est-à-dire que d'abord ils n'arrêtent pas de dire qu'il faut qu'il y ait des objectifs très clairs au départ. Ensuite, je l'ai pas mis là, mais il y a un truc qui est assez frappant, c'est que c'est E-Project, que ce soit un pont, une cathédrale, un système d'information, etc. Il n'y a pas de distinction entre les différents types de projets. Et puis, c'est, à mon avis, assez clairement quand même un modèle d'exécution de projet. C'est-à-dire, il faut qu'on ait déjà un cahier des charges assez clair au départ pour que ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Ça, c'est une autre question. Mais c'est vraiment un modèle où on a l'objectif et on essaye de converger le plus vite possible sous contrainte de coût, qualité, délai. On pourrait d'ailleurs s'interroger sur le statut épistémologique de ce modèle. Je pense que c'est purement normatif. On pourrait se demander d'où ça vient, mais je pense qu'il n'y a pas le début. D'ailleurs, quand vous ouvrez le Project Management Body of Knowledge, qui est un truc totalement illisible parce que c'est un bouquin de procédure en fait quasiment, il n'y a pas un cas à l'intérieur, il n'y a pas d'exemple, il n'y a pas d'histoire de projet, il n'y a pas de pratique, etc. Bref. Là où c'est intéressant, et c'est là que ça devient intéressant à mon avis, c'est qu'il y a une relation un peu schizophrénique entre projet et innovation. Parce que quand vous ouvrez des manuels classiques de management de projet, je sais pas, le Kerzner ou des bouquins de l'autre, j'ai oublié, peu importe, ils vous disent, si on veut innover, vraiment le projet c'est la bonne forme organisationnelle. C'est le truc, c'est la forme organisationnelle qui est très adaptée à l'innovation. Mais derrière, vous tombez sur le modèle de projet standard, qui est quand même assez contraignant au sens où ça suppose d'avoir un objectif quand même assez clair au départ. Et de l'autre côté, quand vous lisez les littératures en management d'innovation, par exemple, il n'est pas beaucoup question de projet, ou alors c'est implicite, ou enfin, bon bref, ils discutent pas. C'est des champs distincts, hein, et d'ailleurs qui se parlent très peu. Enfin, jusqu'à présent, qui se parlaient très très peu, notamment parce qu'aux États-Unis, dans le monde académique, je pense qu'ils considèrent que le project management c'est un truc vulgaire parce que c'est un truc de praticien. Et donc dans les grandes revues américaines, par exemple, j'ai des collègues à qui c'est arrivé, on parle pas de projet, on parle de temporary organization, parce que projet c'est un truc, c'est sale quasiment, c'est un truc de praticien. Bref. Et c'est là que et moi je m'inscris dans des travaux qui ont critiqué ce modèle. Alors pour moi il y en a d'autres, hein, mais pour ce qui m'intéresse en tout cas il y a deux grandes contributions importantes. Il y a les travaux de Shenar et Dvir, donc deux chercheurs israéliens, qui ont montré que justement parler de E-Project, ça n'a pas de sens. Il faut distinguer en fonction des projets. Et notamment, il y a des projets relativement standards et ça marche. Et le modèle PMI s'applique. Et puis il y a des trucs plus incertains, et des projets plus incertains pour lesquels quand même ça pose problème. Et justement, deuxième travaux, là c'est vraiment les travaux d'un prof, d'un Allemand qui a fait ça à Stanford, bref, Christophe Lohr, qui a écrit un bouquin remarquable où il démonte complètement le modèle standard en rentrant par la question de l'incertitude.
Et donc, ils montrent dans un bouquin qui s'appelle Managing the Unknown, ils montrent que quand on est confronté à des unknown unknowns, des unforeseeable uncertainties, des choses vraiment on ne sait pas du tout, on n'est même pas capable d'identifier ce qui va se passer, alors le modèle standard s'effondre, parce que justement, par exemple, toutes les méthodes de gestion des risques standards supposent qu'on est capable d'identifier les risques au départ. Dès lors qu'on ne peut pas les identifier, on ne peut pas préparer de plan B, donc comment on fait dans ce cas-là? Et ça, c'est plutôt... moi, je m'inscris vraiment dans ce courant-là. Et moi, mes travaux, donc, ont commencé en 2001 chez Usinor. Sur les projets exploratoires, en fait, il y a deux champs. Enfin, il y a deux... Sur cette question projet innovation, ma surprise vient de deux origines, on va dire. D'abord de mes travaux de terrain, et je vais commencer par ça, où très vite, quand on est sur des projets exploratoires, enfin des projets compliqués, on ne sait pas bien, etc., on se rend compte qu'il y a un gap énorme entre la théorie et la pratique du projet, parce que j'ai pas croisé beaucoup de planning, ou alors la veille du comité de pilotage, etc., etc. Et puis ensuite, une deuxième branche, mais j'y viendrai après, si j'ai le temps. J'ai pas vu à quelle heure j'ai commencé d'ailleurs. Mais à 10, ok. Sur plutôt l'histoire, les racines ou les origines du management de projet, et on découvre des choses assez intéressantes. Je laisse ça de côté, je vous parle. D'abord, je commence par mes travaux de terrain. Donc moi, ma thèse, c'était sur ça. C'était de l'hydroformage de tubes. Donc on fait on met en forme des tubes d'acier par pression hydraulique interne. On balance de l'eau à très très haute pression à l'intérieur, et ça les déforme. Et on pensait que c'était pour faire des pièces de structure automobile comme celle-ci. Donc ça mobilisait des pièces, des presses hydrauliques absolument très impressionnantes, hein, comme des presses d'emboutissage pour ceux qui connaissent. Bon, ça marche pas, enfin pas aussi bien qu'on pouvait, mais on l'a su après la thèse, donc c'est pas très grave. Mais typiquement, on est sur un cas de figure où il n'y a pas vraiment de demande des clients, on sait pas bien comment ça marche. Le modèle économique, on n'en sait rien, mais on pense que c'est un moyen de lutter, en l'occurrence pour Usinor, contre les matos substitution. Comment on fait pour gérer des trucs de ce type-là? Deuxième terrain, il était question à l'époque de services télématiques. Maintenant, on dirait voiture connectée, mais c'est exactement ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec Internet et la télécommunication mobile dans la voiture? Quel type de service pour des automobilistes? Petite précision, on est dans une boîte qui, dans les papiers, s'appelle Telcar, mais qui, en vrai, est PSA Peugeot Citroën. On est en 2001. Donc, il y a déjà 15 ans que la question se pose. Et il existe quelques offres. La plus connue, c'est celle-ci. Vous tapez OnStar sur Google et vous allez tomber sur un système qui est fourni par General Motors. C'est des services fournis par General Motors via un rétroviseur intérieur communicant. Vous appuyez sur des boutons, ça vous montre avec des call centers, il y a un GPS, etc., etc. Et il fournit des services. Mais c'est le seul système télématique qui existe, enfin de voiture connectée qui existe, enfin c'est le seul, un peu diffusé qui existe, et on ne sait toujours pas si c'est rentable parce qu'ils publient pas leur compte. Hein. Et ce qui m'a intéressé, c'est qu'à l'époque, chez PSA, ils ont développé pour ça un équipement embarqué. Je suis un peu schizo avec les deux écrans. Hein. Je peux essayer. Je suis plutôt là, mais si je peux peut-être tirer là-bas tout à l'heure, mais c'est pas grave. Donc c'est un équipement qui a l'air d'un autoradio, mais en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que c'est à la fois un autoradio, un ordinateur de bord, un téléphone, un système de navigation, un truc qui fait de l'appel d'urgence, etc., etc. Donc ça fait converger de la téléphonie, de l'informatique, la bagnole, comment on intègre tout ça, c'est assez évident. Et ils sont partis à l'époque en croyant qu'ils savaient faire. Donc ils sont partis sur un cycle en V, on ne peut plus classique, on spécifie, on a un cahier des charges, les fonctions, les composants, puis on valide en remontant le cycle. Enfin, c'est des modèles d'ingénierie, de conception réglée absolument standards. Mais en fait, ils ne savaient pas. Ils ont découvert au fur et à mesure qu'ils ne savaient pas. Et donc, ils n'ont pas eu ça, ils ont eu ça. Ils ont eu un processus où, justement, ils ont commencé en pensant que c'était de la conception réglée et qu'ils savaient faire, mais ils ont découvert petit à petit que d'abord les besoins des clients, ils savaient pas, mais de toute façon, faire une enquête sur une étude marketing sur les services télématiques en 2001, qu'est-ce que vous voulez comme service télématique aux clients? Vous pouvez toujours essayer de faire des enquêtes, ils n'en ont aucune idée, ils savent même pas que c'est possible. Et donc voilà, donc ils savent pas, donc il faut remonter sur les besoins des clients. Quand ils font des expériences, ils se rendent compte qu'ils savent vraiment pas. Ils se rendent compte après que les choix architecturaux qu'ils n'ont pas faits sont pas forcément les bons. Évidemment, quand ils s'en rendent compte, ils n'ont plus de sous. Quand ils commencent à valider le système, ils vont se rendre compte qu'en fait, ils savent même pas valider un équipement télématique.
Parce que ça suppose, par exemple, d'aller faire tourner les voitures dans des régions de la France pour vérifier qu'elles sont bien connectées au réseau, etc. Enfin, c'est des choses, les appels d'urgence, c'était pas du tout évident à valider, quoi. Donc voilà. Résultat des courses. Donc on n'a pas un cycle en V, on a un cycle en bizarre, en W multiple. Et le résultat des courses, c'est qu'ils ont raté. Donc ils ont pris 1 an de retard sur 1 an de projet, quasiment. Hein. À mon avis, le planning initial était complètement irréaliste, mais c'est souvent le cas. Et ils ont raté à peu près tous les véhicules sur lesquels ils devaient s'accrocher. Donc ils devaient appuyer le lancement sur le lancement de nouveaux véhicules. Et puis, évidemment, le chef de projet véhicule, quand il a vu le truc qui commençait à dériver, il a dit non, no way, débrouillez-vous, moi j'en veux plus. Et donc, crise du projet, etc. Mais attention, je dis pas ils sont nuls chez PSA, ils ont rien compris. Hein. Ça, à mon avis, c'est plutôt un process typique de l'exploration, justement, qui est pas dans les mœurs, on va dire, de l'entreprise. Et 2012, j'aurais dû mettre à jour, mais j'ai pas eu le temps. Telcar, enfin PSA, est plutôt en avance sur ses concurrents, sur ce type de service, parce que maintenant ils ont plusieurs millions, ils ont 1 ou 2 millions, je sais plus, de véhicules. Voilà, plus d'1 million de véhicules équipés avec des systèmes d'appel d'urgence, et puis ils enrichissent des services, ils complètent avec des services de flotte, etc. Donc, ouais, c'est des projets de ce type-là où on est quand même assez loin, voire très très loin du modèle standard. Même chose. Autre terrain rigolo, c'était sur de l'assurance automobile, la boîte noire dans le véhicule, ce qui est un cas très intéressant, qui posait plutôt là des problèmes non pas techniques, mais d'acceptabilité de l'offre. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? À l'époque, la CNIL avait interdit un pilote. Même pas une offre commerciale, juste l'expérience. Ils avaient dit non, c'est trop intrusif. Ça bouge, hein, mais là ils avaient dit c'est pas possible. J'aime beaucoup celui-là. C'est un projet. Alors il faut faire un petit effort d'histoire parce que c'est avant l'iPhone. Donc c'était un projet chez Orange. C'était une offre qui s'appelait Unique où en gros vous rentrez chez vous et votre téléphone mobile se connecte à votre box et vous pouvez téléphoner avec votre mobile au tarif du fixe. Évidemment, maintenant, avec des offres illimitées mobiles, ça n'a plus aucune valeur, mais à l'époque, c'était intéressant. Et c'était un projet de convergence dans une boîte qui, structurellement, avait une branche fixe, une branche mobile et une branche Internet. Et ça donne ça, en termes de communication. J'adore ce truc. Parce que un seul téléphone fixe ou mobile, à peu près, on voit à peu près ce que ça veut dire. Entrez dehors, sortez dedans. Alors là, ça n'a pas de sens. Et alors le poisson rouge au milieu des coquelicots, alors là, je comprends pas. Et d'ailleurs, sur le chef de projet, qui n'est pas à l'origine de ça lui a échappé pour le coup, était atterré quand il a vu arriver un truc pareil. Mais je pense que ça traduit, si vous voulez, le malaise de la boîte, qui justement ne sait littéralement pas où mettre ce type d'offres et comment les interpréter. C'est un des trucs ils savent pas faire, quoi. Voilà, donc là on est vraiment sur ce que j'appelle moi des projets d'exploration, c'est-à-dire le but est pas clair. Alors c'est pas complètement vrai. Hein. On a un goal, on a un but, mais on n'a pas des requirements. Ça c'est très clair. On a un concept. On veut explorer la voiture connectée, par exemple. Qu'est-ce que c'est les services télématiques, la voiture connectée, l'hydroformage, etc. Mais concrètement, ce que ça veut dire, on ne sait pas. Et en plus, on ne sait pas forcément comment on va y arriver. Donc on est dans des cas de figure où on manque de connaissances. Alors pour moi, c'est des projets qui ont en fait 5 caractéristiques. Et alors la voiture connectée est très pratique pour illustrer ça. Souvent c'est émergent. Ça vient pas forcément d'une direction, d'une décision top-down. Et où c'est ambigu stratégiquement. Vous avez des gens qui pensent que c'est une super bonne idée et d'autres qui pensent que c'est complètement stupide. Typiquement, la voiture connectée, il y a des gens qui disent c'est l'avenir de l'automobile, puis il y en a chez PSA qui disent c'est pas notre boulot. Notre boulot, laissez ça à Google, aux opérateurs télécoms, etc. Nous, on n'a rien à faire là-dedans. Ce qui pose des problèmes de fragilité du projet, parce qu'il peut se faire fusiller assez rapidement, quoi. Deuxièmement, il n'y a pas de client. Enfin, il n'y a pas de demande sur un truc comme ça. On est complètement push, entre guillemets, ou proactif. On n'est pas de... Vous pouvez toujours chercher des clients de la voiture connectée, c'est quand même assez compliqué. Ça va être quoi le résultat de ce truc, d'un projet comme ça? Dans un projet standard, on a le cahier des charges, donc on sait où on va arriver. Là, c'est pas évident, et je vais l'illustrer par la suite. Est-ce que ça va être un produit, un proto, des connaissances, tout ça en même temps? C'est pas du tout évident à définir. Quatrième point,
on n'a pas les connaissances. Enfin, on n'a pas toutes les connaissances nécessaires. Il va falloir développer, explorer de nouvelles poches de connaissances, et pas forcément que techniques d'ailleurs, hein, c'est technique, marché, juridique. Un des problèmes qu'ils ont découvert sur la voiture connectée, qu'ils n'avaient pas du tout anticipé, c'est les problèmes juridiques. Un des services, le premier service qui a été lancé, c'est l'appel d'urgence localisé. Donc en cas d'accident, il y a un bip qui se déclenche tout seul, où vous appuyez sur un bouton et ça vous envoie l'assistance si vous êtes en panne, les secours si c'est plus grave. Bon, ça pose plein de problèmes techniques, mais un truc qu'ils n'avaient pas du tout vu, c'est les problèmes juridiques. Évidemment, la question qui va se poser dans ce cas-là, c'est quelle est la responsabilité légale de PSA si les types meurent dans la voiture. Il faut pas que la famille puisse se retourner contre PSA en disant ils sont morts parce que les secours sont arrivés trop tard. Et donc évidemment, dès que les juristes ont vu ça, attendez, stop, on arrête tout, on va faire un petit contrat, hein, parce que on va bien spécifier les clauses, etc., etc. Et donc on prend 6 mois dans la vue parce que les juristes ça peut être assez long, quoi. Donc voilà, c'est pas que technique. Cinquième difficulté, cinquième spécificité, il y en a deux. D'abord, on va voir, je vais prendre un exemple ensuite, que c'est pas un projet c'est souvent pas des projets qui ont une fin bien définie au départ. Hein, si on prend le développement automobile, il faut que la nouvelle voiture sorte à telle date pour le salon de l'auto de telle année. Ça, c'est clair. Dans les projets d'exploration, c'est pas évident. Et non seulement c'est pas évident, mais je vais vous montrer un exemple où il y a du court terme, du moyen terme, du long terme. Il faut gérer ces multiples horizons temporels. Et puis il peut aussi y avoir un problème. Ça, c'est probablement influencé par ma position au début de mes recherches chez Usinor, mais c'est pas spécifique à Usinor. C'est que il peut y avoir un risque, c'est comme c'est de l'exploration, on a le temps. Typiquement, c'est long terme, etc. Mais en fait, si vous regardez, dans l'automobile, c'est frappant. Si vous regardez le moment, je vais faire vous prenez un projet automobile, et je vais faire ça, non, pas celui-là, raté, l'autre. En général, celui qu'on prend en premier marche pas. Si on prend un projet automobile, on va dire que là, vous avez 3 ans, ça se discute, hein, de développement. Et puis vous avez un avant-projet exploratoire, ce qu'on appelle l'avant-projet exploratoire. En tout cas, c'est le terme qui a existé longtemps chez Renault. Et puis vous avez ce qu'ils appellent l'avant-projet préparatoire. Préparatoire. Donc, là, c'est mort. Là, on oublie toute idée d'innovation ici, c'est pas possible. C'est trop contraint par des contraintes de coût, qualité, délai. Si vous voulez introduire quelque chose de nouveau dans un véhicule automobile, la fenêtre de tir, elle est ici. La fenêtre d'opportunité, elle est là. Je caricature, on peut encore essayer là, mais là, ça va vraiment être... Là, à mon avis, c'est cuit. Donc ça veut dire qu'en fait, on peut avoir l'impression qu'on a le temps, mais si vous voulez réussir à faire rentrer votre innovation quelque part, il faut s'y prendre au moins 4 ans avant la sortie du véhicule. Donc il y a une espèce d'urgence masquée. On peut avoir l'impression qu'on a le temps, mais en fait, on se rend compte que les fenêtres d'opportunité dans les projets de développement derrière sont étroites et bien avant le lancement du véhicule. D'accord ? Alors, je continue. Pour vous illustrer ça, je vais prendre un exemple qui vient du domaine des télécommunications spatiales. Donc c'est une recherche avec le CNES, donc Centre national d'études spatiales. Il y a quelques années de ça, enfin, qui est toujours en cours d'ailleurs, et sur les processus d'innovation du CNES. Et à un moment, dans le cadre de cette recherche, on a organisé un atelier d'une journée avec le patron du développement des télécommunications, des projets télécoms du CNES. Et le type, pendant son exposé, nous explique que lui, dans son activité, il est confronté à ce qu'il appelle des projets étranges. Il dit, il n'y a pas les buts, on ne sait pas bien. Et puis ça bouge en plus. Les délais, ils bougent aussi. On bosse pas vraiment sur des objets, on bosse plutôt sur des concepts. Et donc, ça ne rentre pas dans les process du CNES. Pour l'illustrer, c'est pas de moi. Hein. Pour l'illustrer, il a sorti ces 2 photos. Ces 2 images
Où est-ce que j'ai mis la télécommande là-bas? Première image, donc il dit voilà les projets passent et moi je suis là. Et puis deuxième image pour illustrer ces projets, c'est celle que je préfère, donc Jérôme Bosch, le Jardin des Délices, enfin un morceau du Jardin des Délices de Jérôme Bosch, et effectivement ça ressemble à rien. Hein, c'est un morceau de corps, une tête, on sait pas. Et lui il dit voilà, moi mes projets c'est ça. Ah, je me suis dit alors là, pour un chercheur, je me suis dit, faut absolument aller voir ce que sont ces projets, qui évidemment sont d'exploration. Mais ça, c'est après. Et en fait, ce qui se passe au CNES à ce moment-là, c'est que il y a une grosse dérégulation des télécommunications qui fait qu'en fait, c'est maintenant un marché entièrement privé. Les télécommunications spatiales, le CNES a un rôle assez compliqué de support à la compétitivité. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas bien, mais c'est ça le but du jeu. C'est plus eux qui font les satellites, je veux dire, c'est Thales, Alenia Space, Airbus, etc. Et donc, ils sont passés d'une position où ils concevaient des satellites ou des démonstrateurs techniques, ça ils faisaient, mais le dernier démonstrateur technique qu'ils ont fait, il a explosé au bout de 50 secondes avec Ariane 5 au décollage. Donc après, ils ont dit, les démonstrateurs, ça suffit, ça coûte un bras, c'est très risqué, et puis c'est pas vraiment notre boulot. Et donc, ils sont dans une position assez compliquée d'exploration de concepts, de développement de compétences, etc. Et alors, donc voilà, ça c'est juste pour vous rappeler. Et alors, ce qui est intéressant pour moi, c'est que le spatial, mais pas que le spatial, c'est le royaume du projet standard. Hein, c'est vraiment, alors d'abord ça vient de là. On nous parle stage gate process, etc. Mais ça, c'est Apollo 1964, je crois. Donc c'est vieille tradition du spatial. Phase 0, phase A, phase B, phase C, avec une version un peu plus fun en cercle. Mais enfin, basiquement, c'est des projets hyper standards. Et c'est normal. C'est vraiment, à mon avis, totalement logique. Quand vous regardez ça, d'abord un satellite de télécom, techniquement, c'est une horreur. Ça coûte un bras, 300 millions d'euros à la louche. Et une fois qu'il est lancé, c'est fini, on ne peut plus rien faire. S'il y a une panne, on ne peut pas envoyer de navettes ou rien pour les réparer. Donc vous avez intérêt, il n'y a pas tellement d'alternatives à ça, pour les projets en conception réglée. Et c'est pour ça d'ailleurs, hein, Apollo, si en plus il y a des mecs à bord, alors là il faut vraiment bétonner le process de conception, parce qu'il ne faut pas que les mecs brûlent, explosent, etc. Donc je pense qu'on a absolument besoin. Mon idée n'est pas de dire que le process standard est nul et non avenu. Je pense qu'on a absolument besoin, notamment pour des objets comme ça, de mettre en place des process de conception réglés. Le problème apparaît à partir du moment où vous appliquez ce type de processus à tous les projets. Et notamment dans les télécoms, dans le cas des télécoms, ça marche pas. Enfin, ça marche pas. C'est pour ça qu'il disait, moi, mes projets à moi, ça rentre pas là-dedans. Ça marche pas. Vraiment, mes projets par rapport à ça, c'est des trucs complètement bizarres. Et notamment, un des projets que j'ai étudié dans le cadre de cette recherche, c'est on veut faire un satellite flexible. Un satellite de télécom, vous n'y connaissez rien et moi je n'y connaissais rien non plus avant cette recherche. Un satellite de télécom, c'est un truc, j'ai découvert, totalement rigide. On envoie un signal du sol, il retraite le signal et il le rebalance sur une zone géographique qui est prédéterminée. Point barre. D'accord ? C'est un diffuseur, c'est tout. Ce qui évidemment pose des problèmes, parce qu'une fois que le satellite est lancé, il y reste 10 ou 15 ans, et ça peut changer. Donc là, il semble qu'il y a un besoin fort qui est de faire un satellite flexible. Mais qu'est-ce que ça veut dire flexible ? On ne sait pas. Et donc ils ont lancé un projet, qui s'appelle FLIP, où on veut faire un satellite flexible. Flexible Innovative Payload, charge utile, flexible, innovante. Là où c'est très intéressant, c'est que ils sont partis sur un truc où flexibilité, je vous l'ai dit, c'est pas bien, c'est pas très clairement défini. Ça veut dire quoi ? On change la zone, on change la fréquence, on change la puissance, on fait un mix de tout ça. On sait pas bien, d'une part, et deuxièmement, on sait pas comment on peut le faire techniquement parlant. Mais ils sont partis en se disant, en fait, on sait. Ils ont cru qu'ils savaient. Ils avaient fait des études dans ce qu'ils appelaient la R&T, donc en recherche sur la flexibilité, d'une part, et ils avaient fait des entretiens avec les opérateurs télécoms pour identifier c'est quoi vos besoins en termes de flexibilité. Donc ils se sont dit, on sait faire. Projet standard, on a les requirements puisqu'on a vu les utilisateurs, d'une part, et deuxièmement, on a les briques techno parce qu'on a fait de la R&T. Donc on y va, on fonce,
on attaque directement en phase B, puisqu'on considère que la phase A, c'est fait, pour aller vite. Et évidemment, c'est là que ça se complique. Très très vite, ils ont commencé, donc cycle en V, c'est parti, on y va, mais très vite, ils se rendent compte en fait, comme le dit le directeur de projet, il dit très très vite, on s'est rendu compte, il m'a dit ça en riant, hein, on s'est rendu compte qu'en fait non, on savait pas. On s'est rendu compte qu'en fait, d'une part, les besoins, les requirements des clients, on savait pas faire, on les connaissait pas, et qu'en plus les solutions soi-disant sur étagère ne fonctionnaient pas, étaient insuffisantes. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont retournés voir les opérateurs de télécom pour essayer de vraiment comprendre ce que voulait dire flexibilité. Et, vous voyez, 18 mois de travail rien que pour ça, parce qu'ils ne veulent pas forcément dire, ils lâchent pas le morceau comme ça, les opérateurs télécom. Et en fait, ils pensaient que flexibilité c'était 2 missions, et à la fin, c'est pas 2, c'est 27. D'accord? Donc, il y a une réouverture du concept de flexibilité qui est quand même assez phénoménale après 18 mois de projet. En fait, ils sont revenus en arrière, ils ont refait, c'est ce qu'il explique ici, ils ont refait une espèce de phase 0A, donc ils étaient en phase B, ils sont revenus en arrière pour essayer de comprendre ce que voulait dire flexibilité. Donc, on recommence. Et puis, une fois qu'ils ont ça, ils creusent. Alors, là, on rentre dans la technique, mais c'est pas la peine de rentrer, mais ils ont essayé de savoir, maintenant qu'on a une idée un peu plus précise de ce que c'est le concept, enfin, précise, 27 missions, c'est quand même assez large. Comment on peut faire techniquement? Et donc, évidemment, on va pas pouvoir faire 27 modèles différents. C'est beaucoup trop cher. Donc, il faut trouver une forme de commonalité entre les différents composants. Et donc, un transpondeur, ce qu'on appelle le transpondeur dans un service de télécom, le signal arrive, il est mouliné et il ressort. Hein, je passe, de toute façon, c'est incompréhensible avec les opérateurs. C'est très très vite incompréhensible ce qui se passe là-dedans, et puis on n'en a pas besoin. Et voilà ce qui se passe. Pour faire ça, pour faire ça flexible, ils ont identifié 4 solutions. Mais aucune n'est satisfaisante, ni en coût, ni en performance. 2009, revue de projet, ils disent voilà, les solutions ne marchent pas. On va séparer le travail en 2. Ça marche pas, mais il y a quand même une solution. C'est pas le top en termes de flexibilité, ça permet de faire un peu de flexibilité, mais ça tombe bien, il y a un client qui en a besoin. D'accord? C'est dégradé. Donc ça, on va le développer. Même si on sait que c'est pas satisfaisant pour les 27 missions. Et en même temps, donc, on sépare, en même temps, on va essayer de voir comment on peut trouver une solution technique pour satisfaire ces 27 missions. Et donc là, il y a un gros travail d'exploration sur à la fois c'est quoi ces missions, comment on peut les satisfaire techniquement, et à la fin, ils vont réussir à avoir 3 briques qui, moyennant un travail d'adaptation, vont permettre de couvrir techniquement, pour les transpondeurs, ces 27 missions, dont certaines sont en développement. D'accord? Donc là, il y a un énorme travail technique là-dessus. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, à la fois du court terme, on va dire, du développement, et un travail beaucoup plus fondamental d'exploration. Deuxième cas que j'ai beaucoup apprécié, c'est un élément fondamental de flexibilité, c'est l'antenne. Alors une antenne de télécom, cette télécom, ça a cette tête-là. Et jusque-là, l'antenne est totalement rigide. C'est un système mécanique, c'est des conceptions mécaniques. Une fois qu'elle a été conçue pour une zone et une fréquence, on ne touche plus rien. Et eux, ils disent, pour les rendre flexibles, il faut sortir de ce dominant design mécanique pour aller vers des solutions dites électromécaniques. Techniquement, peu importe. Hein. Et ils cherchent et ils en trouvent une. Ils trouvent une solution qui permet de faire ça. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils vont développer une solution en sachant pertinemment qu'elle n'est pas satisfaisante en termes de perfo, de coût, de poids, etc. Mais par contre, elle va leur permettre de développer des compétences qui, elles, vont être extrêmement utiles pour les projets d'après. D'accord? Donc là, on est sur une logique où ils savent délibérément qu'en termes de perfo, c'est pas ça. Mais par contre, ils le font uniquement c'est ce qu'il explique ici, c'est pas lié au produit. On sait que c'est pas bon. Le bénéfice, c'est que c'est ce qu'il appelle un technology driver. C'est-à-dire que si on sait faire ça, pour la suite,
on va pouvoir faire des lignées de produits derrière qui vont être extrêmement utiles. Et le développement des compétences ne peut pas se faire autrement qu'en faisant le développement. C'est pour ça qu'ils investissent dans cette histoire-là. D'accord ? Donc on est bien dans une logique. Alors là, j'ai remis ça en perspective. Je ne sais pas si vous connaissez la théorie CK, qui représente la conception comme un dialogue, enfin le raisonnement de conception comme un dialogue entre l'espace des concepts et l'espace des connaissances. Bon, je passe là-dessus parce que vous connaissez. Ce qui est intéressant dans ce cas-là, si je mets en perspective, c'est qu'ils sont partis. Voilà, on a des études de R&D, on a les requirements parce qu'on a des expressions. Hop, on a deux solutions, on fonce. Mais en fait, ce qui se passe très vite, c'est que ça c'est pas suffisant et ça marche pas. Donc ça, c'est mort. Très vite, ils se rendent compte que ces solutions-là, on va foncer. L'idée, c'est on part sur un projet standard et on fonce vers ici. C'est pas possible. Donc qu'est-ce qui se passe ? Ils réouvrent en C, d'accord ? Ils passent de une mission à... Hein ? Oui, les concepts. Ils passent dans les concepts, pardon, dans les concepts. Merci Pascal. Dans les concepts, ils passent de 2 à n égale 27 ici. Pour faire ça, ils ont ces 4 solutions techniques insatisfaisantes. D'accord ? Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? On ne sait pas. Ils savent que ça ne marche pas. Mais il y a quand même celle-là qui peut être intéressante pour un client. On développe, mais en même temps, on explore en cas, sur les connaissances, comment on pourrait répondre à ces 27 solutions sans faire 27 produits différents. Et on va remonter à partir de là, on va arriver à ces 3 produits génériques qui vont donner lieu d'une part à des protos, des produits, etc., mais d'autre part, et c'est extrêmement important à mon avis, ça va les amener à réviser leur modèle de conception. D'accord ? Donc ils vont apprendre à concevoir différemment, à casser les dominant design dans lesquels ils étaient enfermés, pour, typiquement sur les antennes, on passe du mécanique à de l'électromécanique. Donc on a là une double expansion, comme on dit en théorie CK, en concept et en connaissance, qui est à mon avis typique des projets d'exploration, et qui montre que justement le résultat est plus compliqué que juste un produit en fait. Donc on retrouve là-dessus, c'est pour ça que j'ai pris Flip, on retrouve toutes les caractéristiques des projets d'exploration, le flexibilité, on ne sait pas ce que ça veut dire, le stage gate explose au bout de quelques mois parce qu'on se rend compte que il faut revenir en arrière et recommencer. Ils gèrent différentes temporalités en même temps, ils explorent évidemment des produits et des nouvelles poches de connaissances, et les résultats sont beaucoup plus compliqués que juste un produit. Mais ce qui est bien, et là à mon avis la théorie CK notamment aide, on peut spécifier en fait assez précisément les résultats de ce projet-là. Ils ont version 1, ils ont des produits pas complètement développés, ils ont ce qu'ils appellent dans le spatial des EQM, Engineering Qualified Model. Donc voilà, il y a encore un gros travail de développement, mais on a démontré la faisabilité du concept. Première chose. Ils ont des protos sur de la faisabilité. C'est le cas des antennes. On sait que ça ne volera jamais ce truc, mais voilà, on a démontré que ça pouvait être utile et que c'était faisable. Mais on est encore assez loin d'un modèle de développement complet. On a, et c'est à mon avis très important dans ces situations d'exploration, on a une cartographie de l'espace de conception. Au début du projet, flexibilité, ils ne savent pas ce que ça veut dire. À la fin, ils ont une bonne idée. Voilà, c'est 27 missions, voilà en C, voilà en K, etc. On a des nouveaux modèles de conception. Et alors le chef de projet est catégorique. Lui, il dit, le résultat le plus important du projet, c'est les nouveaux modèles de conception. C'est cette capacité qu'a l'exploration à nous avoir amené à réviser la façon dont on concevait. Et ça, c'est utile pour les projets d'après. Sur le projet qui est arrivé juste derrière, ils sont partis pareil. Enfin, ils étaient partis pareil. Voilà, on sait faire, etc. Tout de suite, ils ont dit non, stop. Attention, THDSAT, on va voir, on va réouvrir tout de suite. Etc. Et puis, ils ont des nouvelles compétences. Comme il le dit là, la fertilisation croisée entre les projets, c'est fondamental. Et j'aime bien ça, parce que c'est un type, c'est chef de projet Flip. C'est un type qui a vraiment l'habitude des projets en conception réglée, projets standards. Il dit c'est bizarre par rapport à des projets classiques où on se concentre sur un composant et puis basta.
Là, pas du tout. Pas du tout. On développe des nouvelles connaissances, on essaie de les partager. Justement, on essaye de casser la logique qui consiste à suivre strictement le cahier des charges. Là, c'est surtout pas. Surtout pas. Alors, en même temps, en termes d'orga, c'est pas évident du tout. C'est pas trivial du tout, ce type de problème. Ce type de projet. Sur un autre projet, je les développe pas tous ici, il y a une chef de projet qui a The Dun, c'est le cancre. Donc elle dit, c'est très compliqué, on ne peut être que mauvais élève. Quand vous gérez des projets comme ça, dans un modèle projet standard, il dit c'est extrêmement compliqué parce que on est sur des objets flous, c'est ce qui est dit ici. On est sur un objet flou, les gens comprennent pas bien ce qu'on fait. Même définir, on peut pas rentrer dans le modèle standard parce que définir un work plan, un plan de risque, un budget, etc. Ils savent pas au début. Et c'est pour ça qu'elle dit il faut avoir la foi. Il faut pas faire que ça. Puis il faut être plusieurs parce qu'on se remonte le moral. D'accord. Et en plus, non seulement c'est pas ça, mais lui il a raison. Le chef de projet Flip, il dit en plus c'est dangereux. Si vous rentrez en force dans une logique standard, vous vous plantez. Vous allez développer trop vite des produits inadaptés à un concept qui n'est pas défini au départ, en fait. Et alors là, la question, et le mec était extrêmement franc, donc c'est très intéressant, la question c'est comment vous faites, en fait? Comment vous faites pour gérer ça dans des modèles standards? On les maquille. Réponse du responsable des projets, on les maquille. C'est-à-dire, s'il faut un nez rouge, on met un nez rouge, c'est le terme qu'il utilise. Hein. S'il faut un nez rouge, on met un nez rouge, une cravate jaune, des chaussures, etc., etc. Parce que sinon ça marche pas. Mais bon, c'est risqué parce que ça veut dire qu'on contourne en fait les processus. Ils les maquillent des fois tellement bien qu'il y a un moment ils ont tellement bien maquillé le projet que dans une revue de projet, leur truc bizarre il est ressorti numéro 1. D'accord. Là tout le monde s'est dit c'est quand même louche que ce truc aussi mal défini soit numéro 1. Alors qu'à mon avis la vraie difficulté ça va être comment on arrive à pérenniser ce type de processus spécifique à l'exploration entre guillemets. Et alors, mais en même temps, ils sont tous d'accord pour dire que raisonner projet sur des objets aussi flous, c'est extrêmement utile. Pour 3 raisons d'après eux. D'abord, ils sont toujours dans la perspective de faire quelque chose comme ils disent, on n'explore pas pour explorer, on explore pour produire quelque chose qui va être repris ensuite par du développement. D'accord ? Donc on est orienté sur les objectifs pratiques. Deuxième chose fondamentale pour eux, c'est les rythmes. Les revues de projet. Le fait de se donner des échéances, comme dans les projets normaux, ils disent c'est absolument fondamental. Vous, regardez, la phrase est bien. Il faut se justifier vis-à-vis de l'extérieur. Ça donne des deadlines, ça donne du sens. Alors que sinon... Et puis troisième chose, ça permet de structurer une communauté autour d'un enjeu identifié comme important pour l'entreprise. Or, le risque souvent de l'exploration, c'est des gens qui bossent chacun de leur côté. Et là, elle dit, le terme ça fait une masse critique. Ça crée une masse critique autour du projet. Ça crée de la cohérence. Ça crée une dynamique autour d'un enjeu identifié comme important. Et ça, c'est extrêmement utile. Alors évidemment, la question qui revient souvent, c'est ouais, mais c'est pas un projet en fait. C'est autre chose. C'est jamais fini votre truc. Ben c'est pas vrai en fait. Je pense que c'est pas vrai. Je pense qu'on peut aussi maintenant identifier quand est-ce que c'est fini un projet d'exploration. Alors, c'est des hypothèses, hein, mais il y a au moins trois indices en tout cas. Première chose, on n'a plus de sous. Le budget est fini. Bon, ben on arrête. Et là, c'est le cas. C'est le cas. Deuxième possibilité, on a atteint la date de fin qu'on s'est fixée au départ. On s'est dit voilà. Par exemple, vous connaissez la DARPA, le Defense Advanced Research Project Agency. C'est les projets bizarres des militaires américains. Il y a une règle à la DARPA, c'est un projet ne dure jamais plus de 5 ans. 5 ans max. Au bout de 5 ans, on arrête. Parce qu'on considère que c'est une durée suffisante pour qu'on défriche le champ. Mais si au-delà de 5 ans, c'est trop long. Donc, on se donne une date de fin a priori. On ne sait pas bien où on sera dans 5 ans, mais dans 5 ans, on arrête. Et il y a aussi, ça c'est des critères qui viennent plus pour le coup de la recherche en gestion, à mon avis. Je pense qu'il y a un critère de saturation qui est important. Et là, le chef de projet Flip est assez clair. Il dit maintenant sur la flexibilité, on en a suffisamment. On en sait suffisamment. On a identifié
Au début, on savait pas. Maintenant, c'est bon. On a une carto. On sait pas tout, mais on en sait assez. Et puis, je pense qu'il y a un critère mais là, ça, c'est très CK. Il y a un critère d'expansion. C'est-à-dire on sait assez sur la flexibilité, mais on a aussi les cas qui vont permettre de générer les projets suivants. Hein, et là, ils disent, voilà, nous, ils ont identifié des trucs. Ils disent, sur la flexibilité, on ne sait pas. L'enjeu maintenant, c'est de développer des solutions génériques. Bon, ben voilà. Il y a un projet, mais c'est plus de la flexibilité, c'est autre chose. Donc il y a un deuxième. Sur cette base-là, ils lancent un autre projet qui est parti sur les problèmes de généricité, comme ils disent. Donc voilà, ces projets, le papier, pardon, ça vient d'un projet, voilà. Ça vient, ce que je viens de vous dire, si vous voulez parce que je vais un peu vite sûrement, c'est un papier qui s'appelle Floating in Space, Project Management Journal 2016. Parce que justement, on a l'impression que par rapport au modèle standard, on se dit ça flotte, c'est bizarre, il n'y a pas de jalon, il n'y a pas d'objectif, etc. En fait, pas tellement. Hein. Enfin, si on creuse, on peut qualifier ces projets sur un niveau conceptuel, et on peut assez finement préciser. Moi, je l'ai fait en utilisant CK. Comment ça marche, c'est quoi les résultats, quand est-ce que c'est fini. Et montrer que c'est très important de raisonner en projet sur des process d'exploration. Je ne dis pas que c'est la seule façon d'organiser l'exploration, mais c'est une voie prometteuse, à mon avis. Alors, mais bon, il y a un gros boulot, hein, parce que le modèle de projet standard, il y a un effet de fixation massif, hein, dans mon expérience dans les organisations. Vous dites projet égale cahier des charges, coût, qualité, délai. Donc vous dites, attendez, c'est pas forcément que ça un projet, il peut y avoir d'autres logiques projet. Faut ramer, hein, c'est vraiment pas facile. J'arrive au bout du temps, je crois, oui, mais ouais. Alors 3 minutes, c'est pas grave, mais je vais juste parce que je pense que c'était ça le cœur de ce que je voulais comme topo, mais là où la deuxième voie, mais c'est que quand vous commencez, et c'est venu après chronologiquement, à vous intéresser à l'histoire des projets, vous découvrez des choses intéressantes. Alors, notamment, là, c'est un travail que j'ai fait de relecture de projets passés. Je vais aller directement à celui-là. Donc, le projet Manhattan, donc la bombe atomique pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui m'a titillé en tant que chercheur, c'est que en lisant des bouquins pourtant classiques, hein, vraiment classiques, ils disent voilà, le management de projet moderne vient du projet Manhattan. Donc moi, en tant que chercheur, je me suis dit super. Allons voir le projet Manhattan. Au début, je pensais que tout était classified, il n'y aurait rien, et en fait, il y a des bibliothèques sur le projet Manhattan. Mais alors, tous les gens qui étaient ont écrit leur mémoire dessus, donc plus l'histoire officielle, plus le bouquin de Rose. Enfin, vraiment, il y a encore des trucs classified, mais enfin, vous avez j'ai passé des mois à lire sur Manhattan. Et en fait, Manhattan, ce qui est intéressant, c'est que pour faire une bombe atomique, vous avez 2 problèmes de base. Il faut fabriquer de la matière fissile et il faut concevoir une bombe. En plus, une bombe qui rentre dans un avion, parce qu'il faut que l'avion puisse décoller quand même. Et en fait, c'est un cas où sur ces 2 problèmes-là, vous avez des incertitudes. Enfin, c'est même pas au début du projet, ils ont plein d'idées là-dessus, mais laquelle est la bonne? Personne n'est capable de dire. Ils ont pas mal d'idées aussi là-dessus. Par exemple, sur les bombes, je vais sauter ça, voilà. Sur les bombes, ils disent comment on pourrait faire, juillet 42. Ils disent, voilà, il y a 1, 2, 3, 4, 5 solutions, il y en a même d'autres qu'ils utilisent, mais ils vont pas plus loin que le dessin. Et puis, laquelle va marcher? Personne n'est capable de dire en 42 laquelle est la bonne. Et donc, face à cette situation où il faut aller très vite, c'est la guerre, où l'incertitude est radicale à tous les niveaux du projet, les types vont avoir une stratégie extrêmement originale de management de projet qui consiste à dire, puisqu'on ne sait pas, on fait tout en même temps. D'accord ? Stratégie parallèle massive. On ne sait pas, donc, hop, c'est parti. Matière fissile A, matière fissile B, pour les bombes, solution A, solution B. On fait tout en parallèle. 1. Et 2, comme on n'a pas le temps, ça c'est encore plus radical,
on fait la recherche, l'ingénierie et la construction en même temps. C'est parti. Donc ça donne un truc où, voilà, Groves, le patron du projet, le dit très clairement, une mauvaise décision qui donne des bons résultats est meilleure que pas de décision. Vous avez le choix entre deux méthodes, une qui est bonne, l'autre qui est prometteuse, vous faites les deux. Et donc, on fonce. Time was more important than money, c'est pas complètement négligeable. And it took time to build plan. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ben voilà. Solution 1, matière fissile. Solution 2, dans celle-là, on pense que c'est ça la bonne solution, mais on n'est pas sûr. Backup. On va même en rajouter un troisième en cours de route. Pour les bombes, on pense que c'est ça la bonne solution, mais on n'est pas sûr. Backup. Il y en a même il y en a d'autres derrière. Et c'est parce qu'ils font ça qu'ils vont y arriver à la fin. Ils vont combiner, je vous passe les détails, mais ils vont combiner. Mais, enfin, je veux dire, on est à des milliards d'années-lumière de ce qu'on lit dans les manuels de management de projet. D'accord? C'est-à-dire dire que le management de projet moderne, tel qu'il est incarné par le modèle standard, vient de là, les mecs sont jamais allés voir, ou alors ils n'ont pas compris. C'est pas possible, on ne peut pas dire ça. D'accord? Et regardez, ça je passe, j'ai pas le temps. Attendez, où est-ce qu'il est? D'autant plus que quand vous regardez, voilà, vous ouvrez le Project Management Body of Knowledge 2013, vous cherchez stratégie parallèle, disparu. Enfin, c'est oublié. L'idée qu'en situation d'incertitude, peut-être qu'une bonne solution, c'est justement d'en avoir plusieurs, dans le modèle standard, balayé. Donc il y a tout un pan des pratiques en termes de management de projets incertains qui ont disparu. Complètement, dans la littérature. Et c'est vraiment dommage, parce que il y a des indices de comment on fait dans des projets anciens. Hein? Je vais peut-être m'arrêter là. Conclusion, voilà. Conclusion pour gérer ces projets, à mon avis, d'abord c'est une organisation spécifique. Parce que si on les gère selon le modèle standard, c'est pas possible. Il faut probablement séparer. C'est là qu'on va rejoindre les travaux sur l'ambidextrie, etc. Le projet dans ce cas-là n'est pas la convergence vers un objectif qu'on a au départ. C'est ce que Christophe Laure appelle experimental learning process. On a des idées, on teste, on expérimente, on voit ce qui se passe. On apprend dans apprentissage en situation, comme tu dis. On apprend, on modifie, on ajuste constamment. Et on peut arriver à un endroit complètement différent de ce qu'on avait prévu au départ. Et donc, l'élément, le moteur, ça va être cette capacité à expérimenter vite, pas cher, etc. On travaille en même temps. Même si on est loin, on va travailler en même temps sur des questions techniques, marché, juridiques, etc. Donc, ce que le Midler et Gastaldi ont étendu l'idée de concurrent engineering à concurrent exploration, c'est-à-dire surtout pas faire de l'exploration que sur la techno pour se rendre compte après que ça sert à rien, ou inversement avoir une idée géniale d'usage mais qui est complètement inatteignable, c'est pas pertinent. Les résultats sont assez compliqués, c'est pas que des produits, c'est des produits, des concepts, des connaissances. Et ça, on peut le spécifier en CK, mais c'est pas le truc. Et puis on est dans cette logique de renouvellement constant des objectifs. Et je pense que il y a une idée quand même, il y a une idée de rendement croissant des itérations, d'expérimentation. Est-ce qu'on progresse vers quelque chose, ou est-ce que c'est sans fin, c'est cuit? À un moment dans Manhattan, il y a une belle phrase d'un historien, il disait « We're learning more and more about less and less ». Ils faisaient des expériences, ils faisaient plein d'expériences, ils avaient plein de données, c'était super intéressant, mais en termes de process, ça donnait rien. D'accord, c'est un risque. C'est un des risques sur ces projets-là. Voilà, mais c'est un champ qui bouge, mais bon, moi je m'arrête là. Je m'arrête là avec cette citation d'un chef de projet qui a développé un missile très innovant, et j'aime beaucoup, ça résume bien. Je pense que les solutions les plus intéressantes et les plus innovantes arrivent quand vous n'avez pas de cahier des charges. When you don't have a definite specification. Lui, ce que dit McLean, qui a développé un missile innovant, bref, c'est que le cahier des charges, c'est le résultat du processus d'exploration, pas le début. D'accord. Voilà, bon, je m'arrête là.